Bonjour à tous. Bienvenue à ce cours 2016-2017 qui est consacré cette année à la thématique Paroles, musique, mathématiques, les langages du cerveau. Je suis heureux de vous montrer en première image cette fresque qui est due à Marietta Rennes, dont je vous recommande toute l'œuvre. Et c'est une fresque qui vient d'être installée à Neurospin, où je travaille, et une fresque de 20 mètres de long qui décrit bien les activités du laboratoire, et en particulier ce qui nous animera dans le cours de cette année, c'est-à-dire la recherche de ce qu'on pourrait appeler la singularité de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes la seule espèce de primate capable de manipuler le langage? Qu'est-ce qui fait que nous sommes la seule espèce à avoir tenté de comprendre le monde par les mathématiques, par la physique, par la science? Qu'est-ce qui fait que nous sommes capables de manipuler des outils? Voilà de très grandes questions dont nous allons chercher la réponse dans le cerveau. Et cette année, donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la particularité de l'espèce humaine dans le domaine de l'apprentissage des langages. Alors j'insiste sur ce terme, les langages du cerveau. Pourquoi les langages du cerveau? Eh bien, parce qu'il y a bien sûr le langage parlé ou écrit, et dont nous avons parlé dans le cours de l'année dernière, qu'on peut représenter sous forme de diagrammes. Les joyeux linguistes aiment faire des diagrammes. Mais il y a aussi le langage musical, dont le rôle dans la communication n'est pas évident. Il y a peut-être un message musical, mais il n'est certainement pas de la même nature que le message extrêmement précis, avec un contenu que l'on peut véhiculer par le biais du langage parlé ou écrit. Et pourtant, ce langage musical, nous en parlerons dans les cours 3 et 4, est organisé sous forme de phrases, de structures. Et puis il y a bien sûr le langage mathématique, qui là encore est composé de représentations enchâssées les unes dans les autres. Et on pourrait parler encore du langage de l'action, par exemple. La Fondation Bettencourt donne un prix qui s'appelle le prix pour l'intelligence de la main. Et je trouve que ça traduit bien cette idée que l'espèce humaine dispose dans le domaine de l'action et dans le domaine de l'utilisation de l'outil de compétences absolument remarquables. Le prix va récompenser une année un pâtissier, une autre année un ébéniste, une autre année quelqu'un qui joue du violon ou d'autres instruments de musique. Vous voyez que dans ce domaine de l'action motrice et de l'utilisation des outils, notre espèce est tout à fait extraordinaire et peut-être peut-on caractériser ce qu'elle a d'extraordinaire, là encore, par l'utilisation enchâssée de concepts, de sorte qu'un outil peut servir lui-même à former un autre outil, qu'un outil peut être composé de plusieurs parties. Il y a là encore une notion de composition qui apparaît. On peut parler aussi du langage de la cognition sociale, la capacité d'enchâsser des pensées les unes dans les autres, et en particulier d'imaginer les pensées d'autrui, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui joue évidemment un rôle central dans la capacité de notre espèce de représenter l'esprit des autres. Et puis, tout récemment, l'apparition de langages informatiques qui nous ont permis de formuler des machines nouvelles, et ces langages informatiques sont là encore organisés sous forme d'arbres enchâssés. On peut donc se demander si la capacité de manipuler des structures symboliques enchâssées n'est pas quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, et si l'évolution n'a pas doté le cerveau humain de mécanismes singuliers de représentation des arbres symboliques dans tous ces domaines. Ce sera l'objet du cours de cette année. Alors, un article fondateur dans ce domaine que je vous invite à lire, c'est celui de Hauser, Chomsky et Fitch en 2002, qui discute de la nature de la faculté de langage, qui la possède et comment a-t-elle évolué. Et ils introduisent une distinction intéressante entre la faculté de langage au sens large et la faculté de langage au sens étroit. La faculté de langage au sens large inclut évidemment des systèmes sensorimoteurs qui nous permettent d'entendre les phrases ou de les produire, de les articuler, et également un système d'interface vers ce qu'ils appellent le système conceptuel et intentionnel qui nous permet de formuler un message au niveau sémantique. Mais au centre de ce système de langage, ils placent ce qu'ils appellent la faculté de langage au sens étroit, et pour eux, ce sont les mécanismes computationnels, je cite, de récursion qui introduisent la capacité de générer une infinité d'expressions à partir d'un ensemble fini. Alors on avait discuté l'année dernière de cette idée qui date de très longtemps, au moins de Humboldt, de Galilée, que le langage est caractérisé par cette capacité de produire un nombre d'expressions infinies à partir d'un ensemble fini de symboles. Eh bien, Mark Hauser, Noam Chomsky et Tecumseh Fitch placent cette compétence au centre et pensent que c'est le noyau du langage. La faculté de langage au sens étroit du terme se réduit à la récursion. Elle est peut-être la seule composante de la faculté de langage qui soit propre à l'espèce humaine. Autrement dit, il y a le noyau, quelque chose de tout à fait particulier à l'espèce humaine, et puis il y a les satellites, les interfaces,
vers le système sensorimoteur d'une part et vers le système conceptuel ou intentionnel d'autre part. Alors, je vous avais parlé l'an dernier de l'organisation du système linguistique et je vous avais donné de très nombreux exemples de cette capacité de récursion à l'intérieur du langage. On ne va pas y revenir cette année, simplement mentionner. Donc, par exemple, si on regarde tout simplement la formation des noms composés, des syntagmes nominaux, bien, excusez-moi pour ce petit problème de son et de communication. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'on peut donner des exemples extrêmement simples de cette capacité de récursion dans le domaine du langage. Et par exemple, la formation des noms composés ou des syntagmes nominaux, en anglais c'est extrêmement simple, on a l'impression d'ajouter les mots les uns aux autres, mais en réalité ce sont des enchâssements. Par exemple, factory, car factory worker, car factory worker union, et on pourrait continuer ainsi à l'infini. Il est toujours possible de prolonger des phrases. Vous savez qu'il n'y a pas de phrase plus longue, puisqu'il est toujours possible de prolonger des phrases, par exemple, en disant « je pense que » ou bien « Marie pense que », etc. Donc, enchâssement des phrases les unes dans les autres. Ambiguïté, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que la séquence de mots ne suffit pas. Dans la tête, nous n'avons pas une simple séquence de mots, nous avons des arbres parce que la séquence de mots peut être identique, Black Taxi Driver, et pourtant elle peut avoir deux enchâssements possibles, ou plus éventuellement. Et il y a de nombreux cas d'ambiguïté syntaxique de ce type. Et puis, même un mot isolé est lui-même un petit arbre. Lorsqu'on prend un mot comme believe, on peut former believable, unbelievable. La morphologie est extrêmement générative, en anglais comme en français. Et là encore, il y a des cas d'ambiguïté que j'avais cités. Le mot unlockable, par exemple, peut être unlockable ou bien unlockable. Et vous voyez que ça n'est pas du tout le même sens. Et donc, même une séquence qui forme un seul mot doit être comprise au niveau de la représentation mentale de cet objet comme un petit arbre. Alors, l'idée de Noam Chomsky, depuis au moins 60 ans, c'est que toutes les langues humaines sont fondées sur des enchâssements récursifs. C'est donc une propriété tout à fait fondamentale du langage, de la faculté de langage et de toutes les langues humaines. Alors, il faut savoir qu'il y a un débat là-dessus, je vais le mentionner très rapidement, pour vous dire qu'il y a au moins une langue dans le monde qui est examinée avec beaucoup d'attention, c'est la langue Pirahane, et il y a un débat pour savoir si cette langue et cette culture, qui est assez primitive, si on peut dire, en Amazonie, ne serait pas une exception à cette règle d'une organisation récursive de la langue. En tout cas, elle est présentée comme telle par Dan Everett, linguiste, qui propose non seulement que le langage forme une exception radicale ici, mais la culture tout entière. La culture serait dépourvue de la notion, serait entièrement fondée sur le présent, dépourvue de notion de passé ou d'avenir. Il y a vraiment des hypothèses tout à fait extrêmes qui sont proposées ici vis-à-vis de cette culture. L'article que je vous mentionne ici, par Nevitz, Pezensky et Rodriguez, fait le point sur cette prétendue exceptionnalité de la langue Pirahane. Je vous invite à le lire en détail, mais il semble qu'il y ait quand même suffisamment d'indices pour penser qu'il n'y a pas là une exceptionnalité vraiment spectaculaire. En particulier, il y a des exemples attestés de possessifs enchâssés qui ressemblent tout à fait à ce que je viens de vous décrire en anglais. Donc, par exemple, le moteur du canot de Kapugo est grand, voyez. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu un enchâssement de représentation. Il y a d'autres exemples dans lesquels la négation joue un rôle particulier. Une phrase par exemple qui est attestée et que Everett lui-même traduit par « je ne t'ordonne pas de fabriquer une flèche ». Vous voyez que le rôle de la négation ici est tout à fait particulier. Cette phrase ne pourrait pas se réduire à une simple juxtaposition de propositions. Par exemple, « je ne t'ordonne pas, fais une flèche ». Ça ne veut rien dire. Et il faut que la négation s'applique au verbe ordonné et pas au verbe fabriqué, ou pas à la flèche, ça n'aurait aucun sens. Donc, vous voyez que pour rendre compte des capacités des Pirahanes, même si la langue est extrêmement réduite, eh bien, il semble qu'il faille là encore supposer une organisation récursive et enchâssée. Bon, quand on dit langue réduite, c'est quand même une langue extrêmement intéressante. Par exemple, il semble que les noms de nombres dans cette langue soient réduits à deux. Un mot pour dire un mot pour dire deux, et les mêmes mots seraient utilisés pour dire grand et petit ou peu et beaucoup. Donc vous voyez que c'est une langue dans laquelle le lexique est extrêmement réduit, mais ce n'est pas parce que le lexique est réduit qu'il n'y a pas automatiquement une capacité de syntaxe et d'enchâssement. Alors, cette idée donc d'un rôle central de la récursion dans la faculté de langage continue d'être reprise, et notamment Tecumseh Fitch,
est l'un des grands représentants de cette hypothèse. C'était le dernier auteur de l'article central de 2002. Et en 2014, il publie un nouvel article dans lequel il élabore un petit peu cette idée. Il suggère qu'il s'agit vraiment d'une différence importante entre les humains et la plupart des autres espèces, qui se caractérise sur le plan cognitif par une proportion de notre espèce à inférer des structures en arbre à partir de données séquentielles. Et il s'appuie notamment sur un projet très ancien, et tout ceci a commencé avec George Miller, qui est l'un des pères fondateurs des sciences cognitives contemporaines, qui avait développé un projet Grammarama et qui concluait que dès qu'on leur présente un ensemble de séquences, les humains ont à la fois la capacité et la propension à en inférer dès que possible des structures hiérarchiques. Nous ne nous arrêtons pas aux structures linéaires, nous allons vers une interprétation hiérarchique dès que possible. Alors tout ce domaine des langages artificiels ou des grammaires artificielles qui a été énormément exploré en psychologie cognitive, je n'en parlerai pas cette année, j'en parlerai l'an prochain et nous regarderons de beaucoup plus près l'apprentissage de grammaire artificielle chez l'homme et chez l'animal d'une façon comparative, ce qui nous permettra donc d'explorer cette idée développée dès le départ par George Miller. Mais je continue donc avec Tecumseh Fitch. Il attire l'attention sur le fait que sur le plan computationnel, cette compétence, former des arbres enchâssés, implique des capacités génératives qui vont au-delà des langages rationnels à état fini et qui nécessitent un langage non contextuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il fait allusion ici à ce qui est aussi l'une des très grandes contributions de Noam Chomsky dès les années 50, c'est la théorie des langages formels, il y a la hiérarchie des langages formels, et dans cette hiérarchie qui a été introduite par Chomsky, qui est vraiment un aspect de mathématiques ou d'informatique, vous voyez qu'au plus haut niveau ici, dans l'ensemble le plus large, on a l'ensemble des langages qui peuvent être produits par un programme, par une machine de Turing. Donc c'est ce qu'on appelle les langages récursivement énumérables, qui sont un immense ensemble. Et tout en bas, il y a un ensemble beaucoup plus étroit, qui est ce qu'on appelle en français les langages rationnels, en anglais regular language, c'est-à-dire les langages qui peuvent être produits par un automate à état fini. L'automate passe d'un état à l'autre et écrit un symbole à chaque fois qu'il passe d'un état à l'autre. Eh bien, ce que souligne Tecumseh Fitch, c'est que ces langages du plus bas niveau, ici, ne sont pas suffisants pour rendre compte des capacités génératives de l'espèce humaine. Il faut un langage un petit peu plus grand, au minimum, ce qu'on appelle les automates à piles, c'est-à-dire qui génèrent des langages qu'on appelle non contextuels, context-free languages en anglais. Ce sont des langages qui sont générés par des règles de substitution, ça peut être extrêmement simple, et ce sont en fait les langages qui servent à générer l'ensemble des langages que nous utilisons en informatique, par exemple. Tous ces langages sont fondés sur des règles de substitution assez simples, comme celle que je vous écris ici, qui par exemple permet de dire un syntagme nominal peut être constitué, peut être substitué par un adjectif suivi lui-même d'un syntagme nominal. Donc on peut former en anglais un syntagme nominal comme big house en mettant un adjectif et un autre syntagme nominal à côté. Mais d'autres règles de substitution sont également possibles, et par exemple un syntagme nominal en anglais peut être formé d'un nom, un syntagme nominal juxtaposé à un nom. Eh bien, ces règles de substitution, vous voyez, sont récursives parce que le symbole non terminal qui apparaît ici à gauche apparaît également à droite, et donc on va pouvoir appliquer plusieurs fois cette règle, ou par exemple une fois celle-ci, une fois celle-ci. Et si l'on applique ces règles de façon successive, éventuellement en arrivant à des mots terminaux, donc en remplaçant le NP par un nom du lexique, eh bien, on arrive à comprendre l'organisation de petits syntagmes comme Black Taxi Driver, par exemple. Si on applique l'une de ces règles en premier, on obtient un syntagme nominal ici composé de deux noms, taxi driver, et l'adjectif qualifie ces deux noms. Et si on applique les règles dans l'autre ordre, on obtient un adjectif qui qualifie le nom, black taxi, et ensuite l'ensemble qui qualifie le chauffeur, donc black taxi driver. Donc vous voyez qu'il est nécessaire de faire appel à des règles de substitution de ce type qui définissent ce qu'on appelle les automates à piles et qui génèrent des langages non contextuels. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a donc une classe de langages qui sont accessibles à l'espèce humaine qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont accessibles à d'autres espèces d'animaux. Voici les petits arbres correspondants. Alors, sur le plan de l'implémentation, cette capacité, poursuit Tecumseh Fitch, requiert l'équivalent neural d'une pile. En anglais, on dit push-down stack. Ce n'est pas une pile au sens électrique, mais une pile dans le sens où on peut empiler des éléments et les dépiler, donc avoir une sorte de mémoire interne extrêmement simple dans le système. Et Tecumseh Fitch propose un nom pour cette proportion particulière de l'espèce humaine. Il dit, appelons-la dendrophilie.
Alors là encore, ne nous trompons, j'aime bien ce terme, il ne s'agit pas d'aller embrasser les arbres, ce n'est pas du tout ça, mais il s'agit plutôt de dire, mentalement, nous projetons en permanence des hypothèses sur le monde extérieur et ces hypothèses sont organisées sous forme d'arbres, sous forme de mini-langages enchâssés. Voilà la proposition de Tecumseh Fitch. Mark Hauser, qui était le premier auteur de l'article de 2002, poursuit lui aussi ses réflexions sur ce sujet et propose dans un article tout récent, 2016, l'hypothèse d'une faculté générative universelle. Alors, ce n'est plus la grammaire universelle dont parlait Chomsky, c'est la faculté générative universelle. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il se pose la question que nous allons poser dans ce cours. La récursion est-elle une adaptation particulière à la communication, qui serait restreinte à la faculté de langage? Autrement dit, l'espèce humaine a-t-elle évolué une compétence nouvelle spécifique à la communication entre les individus? Ou bien s'agit-il d'une exaptation qui serait devenue de façon beaucoup plus large une manière générale d'organiser les informations dans de très nombreux domaines de la cognition, langage, musique, mathématiques au minimum. Donc une faculté générative universelle. C'est l'hypothèse donc de Mark Hauser avec Jeffrey Watemull. Il propose donc que ce soit une caractéristique de l'espèce humaine. Cette faculté des interfaces vers les différents domaines de connaissances permettent d'engendrer des structures hiérarchiques, en réalité fractales, ad infinitum, lesquelles représentations sont ensuite exaptées pour le langage, les mathématiques, la musique et le sens mural. Ça veut dire que cette capacité de récursion n'aurait pas évolué pour le langage, elle aurait évolué pour des raisons d'émergence physique dans le cerveau, un certain niveau de complexité, mais elle aurait ensuite été utile et donc exaptée, utilisée dans des domaines distincts, que sont le langage, les mathématiques, la musique et même, vous voyez, le sens moral ou la théorie de l'esprit. L'idée de Mark Hauser, qu'il formule ainsi, ces différents domaines ne diffèrent que dans les valeurs, mots, nombres, notes, événements, qui se substituent aux variables dans les procédures génératives. Donc on a les mêmes procédures génératives qui permettent de créer ces arbres, mais les objets changent. Alors le cerveau humain serait donc doté d'une sorte de langage de l'esprit, encore mal compris, mais fondé sur la création d'arbres binaires et des enchâssements de prédicats les uns dans les autres. Et on peut citer ici la métaphore de Noam Chomsky lui-même, qui est assez intéressante, qui est celle d'un flocon de neige. Il y aurait une sorte de flocon de neige dans l'esprit humain, la formation de fractales, de configuration, forcément neuronale, mais dont le substrat neuronal n'est pas encore compris, mais qui permettrait de créer ces structures fractales, enchâssées les unes dans les autres, et de les appliquer ensuite à des domaines extrêmement divers, comme le langage ou les mathématiques. On voit bien que les fractales vont s'appliquer naturellement dans le domaine de la géométrie, par exemple, et dans les cours 5 et 6, je vous parlerai du travail du laboratoire pour montrer effectivement qu'il y a besoin d'une sorte de langage de la géométrie pour comprendre comment les êtres humains comprennent l'espace. Et puis, bien sûr, dans le domaine de la musique, on voit bien comment ces représentations fractales pourraient expliquer la nature de l'organisation de la séquence musicale. Et je vous parlerai en particulier du travail de David Pézetsky, qui fait l'hypothèse vraiment identique à celle de Mark Hauser ici, que le noyau central de récursion est identique, et ce ne sont que les objets, notes versus mots, qui établissent la différence entre langage et musique. Alors, Mark Hauser insiste sur la singularité de l'espèce humaine. Dans la plupart du monde animal, même lorsqu'il existe quelques preuves de l'existence de procédures génératives du niveau des langages réguliers ou rationnels, le plus bas niveau de la hiérarchie de Chomsky, rien ne prouve que ces procédures sous-tendent à la fois la reconnaissance et la production de séquences dans plusieurs domaines. Donc, ce qui serait particulier à l'espèce humaine, c'est la capacité d'avoir un modèle génératif récursif qui s'applique à une extraordinaire variété de domaines. Commun donc à plusieurs domaines de connaissances. Alors c'est une idée qui est également développée par Josh Tenenbaum et dont je vous avais parlé, je vous le rappelle, lorsqu'on avait parlé du cerveau statisticien ou du cerveau bayésien. Je trouve que c'est une hypothèse extrêmement intéressante de dire que le cerveau de beaucoup d'espèces, probablement tous les mammifères, est organisé d'une manière bayésienne, statistique. Il évalue des hypothèses, il les confronte à la réalité du monde extérieur, mais l'espace des hypothèses n'est pas le même dans le cerveau humain. L'espace des hypothèses dans le cerveau humain comprend des hypothèses récursives, des hypothèses enchâssées les unes dans les autres, et c'est ça qui fait la productivité des représentations mentales dont nous disposons.
Tout ceci s'ajuste très bien à notre propre programme de recherche au laboratoire. Je vous rappelle simplement donc la publication de cet article en 2015 dans lequel, avec plusieurs collègues, dont Florent Méniel qui viendra vous parler dans le séminaire à 11 h, nous avions essayé d'organiser ce que l'on sait aujourd'hui de la représentation des séquences temporelles dans le cerveau. Et nous avions postulé qu'il était nécessaire de faire appel à 5 niveaux de représentation des séquences. Le niveau le plus bas, c'est celui le plus simple, on pourrait presque dire celui pavlovien, ou le niveau du conditionnement dans lequel le contexte passé permet de prédire la note qui suit, avec éventuellement un certain délai temporel. Et Florent Méniel vous détaillera à quel point ce modèle permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes dans la perception, en particulier au niveau des transitions donc, entre sons, et la manière dont le cerveau fait des prédictions et éventuellement génère une erreur de prédiction lorsque ce qui est observé n'est pas ce qui avait été prédit. Mais ce que nous montrons dans cet article, c'est que c'est totalement insuffisant. Ce niveau simplement skinnerien, si l'on peut le dire, behavioriste, ne suffit absolument pas à expliquer la complexité des représentations des séquences, même chez l'animal et certainement dans l'espèce humaine. Les animaux et les humains sont capables de former des groupes de stimuli, ce qu'on peut appeler des chunks, et de dire que ce sont les transitions entre ces items qui comptent et non pas les transitions entre les éléments les plus simples, comme les syllabes ici. Les animaux comme les humains sont capables de tenir compte de l'ordre numérique, premier, deuxième, avant-dernier, dernier, et ils sont capables de retenir quelle image est présentée à quelle position ordinale dans la séquence. Les animaux comme les humains probablement sont capables de former des schémas algébriques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le caractère abstrait de la séquence et le fait que, par exemple, il y a une répétition suivie d'une syllabe différente, Totobu, Mimitu, Gagari obéissent tous à ce schéma AAB. Mais ça ne suffit toujours pas à rendre compte de la complexité des structures qui sont présentes dans le langage humain. Et dans cette revue, nous avions donc présenté l'hypothèse qu'il y a besoin d'un 5e niveau, qui lui est peut-être tout à fait particulier à l'espèce humaine, qui est donc ces structures arborescentes enchâssées, non seulement dans le domaine du langage, mais sans doute aussi, même dans le domaine des séquences les plus élémentaires. Lorsque nous entendons quelque chose comme AA, BB, BB, AA, immédiatement, nous le concevons comme un ensemble de symétries et de répétitions. Voilà donc un peu le cadre théorique. Et vous voyez qu'il y a un certain accord autour de cette hypothèse que la récursion joue un rôle central dans les représentations de l'espèce humaine. Alors, quelles sont les prédictions au niveau des mécanismes neuronaux, au niveau des langages du cerveau? Eh bien, Tecumseh Fitch fait une hypothèse tout à fait particulière dans son article. Il postule que la région de Broca, la région frontale inférieure gauche, joue le rôle de la pile, au sens informatique du terme, qui est nécessaire dans ces grammaires sans contexte, contextuées. Non contextuel, comme on dit en français. Donc, je cite Tecumseh Fitch, en complément de la machinerie de prédiction hiérarchique qui est implémentée de façon locale dans tous les cortex sensoriels, les aires postérieures connectées au gyrus frontal inférieur disposeraient chez l'homme d'un mécanisme supplémentaire de stockage, au sein duquel les résultats intermédiaires, et en particulier les calculs structurels non terminés, pourraient être placés et récupérés plus tard. Sur le plan informatique, la présence d'une pile suffit effectivement à créer des langages non contextuels qui forment donc des structures enchâssées. Cette vision du gyrus frontal inférieur comme d'une pile suggère que les représentations structurelles ne surviennent pas dans la région de Broca elle-même, mais plutôt qu'un aspect crucial de leur calcul, le stockage de résultats intermédiaires dans une pile, est effectué par un réseau dont l'aire de Broca est un élément important. Et l'aire de Broca serait là pour rassembler les éléments, les mettre en attente. Il est nécessaire de mettre en attente. Lorsque nous avons Black Taxi Driver, on ne peut pas forcément former le syntagme définitif dès le départ. Il faut attendre, mettre en attente ces mots avant de les assembler. Bon, cela dit, la pile ne suffit pas. La simple mise en attente d'informations suivie d'un dépilage ne suffit pas. Il faut aussi avoir un mécanisme neuronal qui assemble les objets. Et c'est exactement là que se situe le mystère actuellement de la singularité de l'espèce humaine. Nous ne savons pas quel est le mécanisme neuronal qui permet d'assembler des informations pour former une troisième représentation plus complexe que les deux précédentes. Donc, l'hypothèse que l'aire de Broca sert simplement de pile, personnellement, ne me paraît pas complètement suffisante. Il faut un mécanisme supplémentaire d'assemblage. Et Peter Hagor, par exemple, qui est l'une des neurolinguistes qui explore avec l'imagerie cérébrale les représentations du langage dans l'espèce humaine, pense qu'au contraire que l'aire de Broca est le système d'assemblage et qu'en fait l'aire de Broca peut être décomposée en plusieurs sous-systèmes qui chacun servent à l'assemblage d'objets de nature différente.
On verra dans ce cours que ma propre position se situe beaucoup plus dans cette direction-là. L'idée que la région de Broca n'est pas une région homogène, mais comprend des sous-régions, et que chacune de ces sous-régions semble intervenir dans des calculs de niveaux différents. Il y aura donc plusieurs questions fondamentales à poser dans ce cours, et autant de prédictions à tester. Première question, est-ce que vraiment l'aire de Broca est développée de façon particulière, singulière, dans l'espèce humaine? Deuxième question, est-ce qu'elle effectue des calculs uniques à notre espèce? Et troisième question, intervient-elle vraiment dans tous les aspects de la cognition qui semblent développer de façon prépondérante dans notre espèce, langage, mais aussi mathématiques, musique, etc. Si cette vision est correcte, il y a un système qui a changé. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait plusieurs réseaux qui tous aient changé simultanément dans l'espèce humaine. Alors, les deux premières questions, les questions comparatives, en quoi est-ce que le cerveau humain diffère du cerveau animal, je les traiterai beaucoup plus longuement dans le cours de l'année prochaine. Ce sera l'objet en totalité du cours de l'année prochaine d'aller voir chez différentes espèces animales, y compris chez l'oiseau, pas seulement chez les primates, quelle est la nature de la représentation des séquences et est-ce qu'on peut tirer des analogies, au contraire, voir des différences fondamentales avec l'organisation dans l'espèce humaine. Je voudrais simplement en parler brièvement aujourd'hui pour vous dire que oui, il y a de bonnes raisons de penser que la région de Broca et le cortex préfrontal dans son ensemble ont subi des changements fondamentaux dans l'espèce humaine. Alors très rapidement, en 3 diapositives pour anticiper sur le cours de l'année prochaine. D'abord, effectivement, le cerveau humain présente au niveau de l'anatomie une expansion sélective tout à fait particulière du cortex préfrontal et en particulier de la région de Broca, donc la région frontale inférieure gauche. Vous voyez ici les cartes que l'on peut produire maintenant par imagerie cérébrale. On peut faire l'imagerie cérébrale de différentes espèces de primates, dont l'espèce humaine, et ensuite tenter d'estimer, c'est une estimation, le degré d'expansion locale des cartes corticales. Et c'est ce qui est représenté ici en couleur, c'est le degré d'expansion depuis le macaque jusqu'à l'être humain, si l'on devait essayer de trouver des correspondances, qui n'est pas assuré, entre chaque point du cortex chez le macaque et chaque point du cortex dans le cerveau de l'être humain. Et vous voyez qu'il y a une expansion absolument considérable qui se produit dans la région frontale, bien entendu, et particulièrement peut-être au niveau de ces régions plus postérieures et inférieures du cortex frontal. Mais c'est une expansion très globale malgré tout. C'est intéressant de voir qu'il y a une expansion similaire qui semble se produire au niveau des régions temporales et temporales postérieures, et on le voit moins bien ici, évidemment aussi au niveau du cortex pariétal. Vous voyez que ce facteur d'expansion peut être considérable, et il n'est pas du tout le même en fonction des différentes régions du cerveau. Ça, c'est très important à comprendre. Le cortex visuel, ici, du pôle occipital, a subi une expansion assez faible de l'ordre d'un facteur 2 entre l'espèce humaine et le singe macaque. Si on fait cette approche comparative, ça n'est pas une différence extrêmement importante, et on sait que le cortex visuel des primates est un excellent modèle du cortex visuel humain. Par contre, lorsqu'on s'aventure dans ces régions plus associatives, vous voyez que le facteur d'expansion est absolument considérable. Alors si on regarde plus sélectivement dans la région de Broca, il y a des travaux d'anatomie très fines, et notamment ce travail de Schenker avec Sherwood, qui regarde au niveau cytoarchitectonique post-mortem, donc cette fois-ci avec une identification extrêmement rigoureuse des frontières entre les aires de Brodmann. Vous avez les aires de Brodmann 44 et 45 qui sont identifiées ici, respectivement en rouge et en jaune. Et ici, vous avez les anatomies de, je crois, 10 chimpanzés qui sont morts de façon naturelle. Et vous voyez ici plusieurs choses. D'abord, premier phénomène qui est tout à fait particulier, qui indique une singularité de l'espèce humaine. Chez le chimpanzé, contrairement à l'espèce humaine, il n'y a pas d'asymétrie systématique en faveur de l'hémisphère gauche. L'asymétrie systématique en faveur de l'hémisphère gauche est observée de façon absolument universelle dans l'espèce humaine, mais elle n'est pas observée ici chez le chimpanzé. Il peut y avoir des asymétries et une certaine variabilité dans l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du chimpanzé, mais il n'y a pas cette direction systématique en faveur de l'hémisphère gauche, et on sait qu'elle joue un rôle singulier dans le fait que le langage atterrit, si l'on peut dire, dans l'hémisphère gauche la plupart du temps dans l'espèce humaine. Par ailleurs, vous voyez qu'on peut calculer des taux d'expansion de ces régions, et même par rapport à notre plus proche cousin dans l'évolution, le chimpanzé, vous voyez que l'expansion de ces régions est considérable, jusqu'à un facteur 6 chez l'homme par rapport au chimpanzé, alors que ce n'est pas la même chose par rapport aux aires primaires. S'agit-il d'une simple relation allométrique? On en discutera beaucoup plus l'année prochaine, mais sachez qu'il y a des travaux très récents, il y a un grand débat là-dessus. Donc que veut-on dire par simple relation allométrique? Eh bien que le corps
humain est plus grand et que peut-être simplement le cerveau, l'expansion des régions du cerveau reflèterait une augmentation générale de la taille des organes avec des relations d'ajustement liées au fait, par exemple, que les surfaces et les volumes ne croissent pas de la même manière. Eh bien, le travail de Smers, toujours avec Sherwood, ici suggère que ça n'est pas le cas et qu'on peut vraiment, d'une manière statistique, montrer que l'expansion du cortex préfrontal dépasse ce qu'on attendrait sur la base d'une simple relation allométrique. Il y a donc vraiment eu une évolution particulière dans le cerveau humain. Alors ça, c'est sur le plan de l'anatomie du cortex. Sur le plan des connexions, je crois que je vous avais déjà montré cette diapositive l'an dernier, elle est très classique. Il n'y a aucun doute que la connectivité du cortex préfrontal, et en particulier du cortex préfrontal inférieur, par le biais de ce qu'on appelle le faisceau arqué, a subi une évolution particulière et qu'elle est particulièrement développée chez l'homme et particulièrement asymétrique chez l'homme. On voit ici cet extraordinaire faisceau de connexion du faisceau arqué, qui vient en particulier jusqu'au niveau des régions temporales, moyennes et inférieures, et qui permet donc une sorte de collecte des informations en direction du cortex frontal inférieur, qui n'existe probablement pas chez les autres espèces du primate, ou en tout cas beaucoup moins que chez l'homme. Et enfin, je mentionnerai très rapidement, là encore je développerai ça l'an prochain, mais l'existence de travaux qui montrent que sur le plan de l'activité cérébrale, cette fois-ci, de la fonction, eh bien, il y a des réponses qui sont tout à fait uniques au cerveau humain dans la région frontale inférieure gauche. Ici, c'est un travail réalisé par l'une des équipes du laboratoire, avec Béchir Jaraya et Liping Wang, qui étaient postdocs dans le laboratoire, l'INURIC. Lorsqu'on fait écouter des sons en IRM à des humains ou des singes macaques, vous voyez que les deux espèces sont capables d'entendre une séquence de sons, bip, 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 boop, mais lorsqu'on introduit des déviants, eh bien, les réponses des deux espèces ne sont pas les mêmes. Dans cette expérience, on habituait d'abord l'animal à entendre toujours des séquences avec la même régularité, bip, 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 boop, avec des changements de hauteur tonale, mais toujours cette notion de 3 notes identiques, une note différente. Et puis ensuite, on introduisait des changements. Et on regardait si le cerveau était capable de détecter ces changements, de répondre à ces changements, et quelle région du cerveau réagissait à ces changements. Et que lorsqu'on change le nombre, donc cette fois-ci, on met 5 notes identiques avant de passer à la dernière, on a des réponses du cerveau, et en particulier, le singe est tout à fait capable, au niveau de son cortex pariétal droit, ici, de réagir au changement de son. Lorsqu'on change la séquence, c'est-à-dire que cette fois-ci, le dernier élément n'est pas le même, on ne change pas le nombre, mais on change uniquement l'organisation de la séquence, on omet donc cette règle que le dernier élément doit être différent, eh bien d'autres régions du cortex du singe macaque réagissent, et en particulier la région frontale inférieure droite, ici. Et à un seuil plus bas, on voyait également la région frontale inférieure gauche, et vous avez des réponses aussi tout le long du sillon temporal supérieur ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'espèce humaine, ces réponses plutôt, au changement de nombre et au changement de séquence, s'intersectent, et elles s'intersectent dans la région frontale inférieure gauche, dans la région frontale inférieure droite, et également au niveau du sillon temporal supérieur, dans sa partie postérieure. Donc un circuit qui est très proche de celui qu'on observe dans le traitement de la syntaxe du langage. Donc cette observation, extrêmement intéressante, suggère que même pour des séquences tout à fait élémentaires, ce qu'on pourrait appeler une petite grammaire artificielle, eh bien, la réponse du cerveau de l'homme est plus intégrée. Le cerveau de l'homme a l'air de présenter une capacité d'intégration des éléments, et on peut spéculer, ce que nous faisons dans cet article, que la simple écoute d'une séquence bip, 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 boop, c'est déjà la formation d'un petit arbre dans la tête qui dit il y a 3 sons d'une part et il y a un dernier son qui doit être différent d'autre part. Quelque chose que peut-être l'animal, d'autres espèces de primates ne font pas, la mise ensemble d'informations qui sont autrement dispersées dans le cerveau sur le nombre et sur la séquence. Voilà, alors nous réserverons donc ce domaine de discussion pour l'année prochaine. Cette année, quel sera le plan du cours? Eh bien, dans les 2 premiers cours, je reviendrai sur les mécanismes du langage. Nous avons déjà commencé la discussion sur l'organisation du système linguistique. Je voudrais vous présenter quelques données nouvelles qui continuent d'aller dans ce sens, d'un réseau tout à fait particulier, bien identifié, qui représente les arbres syntaxiques. La semaine prochaine, nous discuterons de savoir si ces réseaux de la syntaxe forment un module. Et en particulier, je vous montrerai, ce que je n'avais pas pu vous faire l'an dernier, l'ensemble des données qui suggèrent un traitement non conscient de l'information dans ces réseaux et l'existence d'une spécialisation pour le langage dans un certain nombre de ces réseaux. Les 2 cours suivants seront consacrés aux structures musicales, d'abord dans leur organisation psychologique et ensuite dans leurs réseaux cérébraux. Et nous essaierons de répondre à cette question, est-ce que ce sont les mêmes structures, est-ce que ce sont les mêmes réseaux cérébraux qui s'activent pour la musique et pour le langage?
Et puis, dans les 2 derniers cours, nous parlerons des mathématiques. D'abord pour vous montrer que langage et mathématiques activent des réseaux extraordinairement dissociables, en fait très différents dans le cerveau. Et ensuite, pour discuter de la possibilité d'un langage mathématique sans mots. Et je ne voudrais pas détruire le suspense de ce cours, mais quand même vous dire que notre conclusion sera qu'il n'y a pas un réseau de la récursion dans le cerveau, mais plusieurs réseaux parallèles, différents les uns des autres. En fait, déjà à l'intérieur du langage, quelqu'un comme Peter Haggard, par exemple, est amené à postuler qu'il y a au moins 3 réseaux parallèles pour le traitement des phonèmes, pour le traitement de la syntaxe et pour le traitement des organisations sémantiques. Et nous serons amenés à postuler que les mathématiques, par exemple, font appel à un réseau complètement différent. Donc la conclusion sera qu'il n'y a pas un réseau de la récursion, mais il y a une sorte de système d'organisation général commun à de nombreux domaines qui fait appel à la récursion et probablement la duplication dans le cerveau de cette capacité de récursion dans de nombreux systèmes neuronaux. Alors, donc sur le plan de la syntaxe, l'an dernier, nous avions consacré, je crois, 7 cours à cette question de l'organisation de la syntaxe dans le cerveau. Et je vous avais expliqué que nous savions maintenant quel réseau est impliqué dans la représentation de la syntaxe. Nous avions de nombreuses preuves qu'un réseau temporofrontal bien isolé répond au traitement des phrases. Ça remonte en fait à un travail fondateur qu'on avait fait avec Bernard Mazoyer, à l'époque avec la caméra à positron en 1993. Dès que le cerveau humain écoute ou lit d'ailleurs des phrases, dès qu'il manipule ou qu'il représente une phrase ou même un syntagme, un réseau bien particulier s'active, et ce réseau s'active, on peut le voir maintenant en IRM fonctionnel de façon beaucoup plus précise, hein, il s'active en proportion directe du nombre de syntagmes qui doivent être enchâssés, c'est l'expérience de Christophe Pallier au laboratoire, je vais vous détailler un tout petit peu plus dans une seconde, et il s'active également en proportion de la quantité de déplacements d'arbres, de mouvements syntaxiques qui sont impliqués par une phrase. Ici l'expérience de Nama Friedman et collaborateurs, Shetrit et collaborateurs, qui nous montre ce petit réseau bien particulier dès qu'il y a un déplacement des objets syntaxiques. L'activité de ce réseau reflète la présence d'ambiguïté syntaxique. Donc lorsque les phrases sont ambiguës, il y a un calcul plus grand, une activité plus grande de ce réseau. Et également la nécessité d'explorer l'arbre syntaxique. Lorsqu'on a besoin de savoir qui a fait quoi à qui, dans des conditions qui sont difficiles, eh bien, c'est ce réseau qui va s'activer plus, qui va travailler plus. Si je vous dis par exemple la voiture qui double le camion est rouge, qu'est-ce qui est rouge? Eh bien, la voiture. Bon. Vous devez remonter dans l'arbre parce que vous avez entendu en réalité la voiture qui double le camion est rouge, vous avez entendu le camion est rouge. Bon, cette séquence superficielle n'est pas la bonne réponse. Pour trouver la bonne réponse, vous avez besoin de chercher dans l'arbre syntaxique. Eh bien, cette recherche dans l'arbre syntaxique fait appel à ce réseau. Et puis, ce réseau est impliqué très précocement. Dès que les enfants commencent à apprendre leur langue maternelle, dès la première année de vie, il y a une période critique dont nous avons parlé l'an dernier. Et même pour la langue des signes, ça c'est très intéressant, même lorsque la langue ne passe pas par la modalité orale, eh bien, c'est un réseau très similaire qui semble être impliqué. Enfin, nous avions parlé de la neuropsychologie, des lésions qui conduisent à un agrammatisme, l'incapacité de comprendre ou de produire des structures syntaxiques complexes, et la localisation des régions impliquées, des lésions impliquées, semble là encore coïncider avec, au moins grosso modo, hein, à l'échelle de cette imagerie et de ces lésions, semble coïncider avec ce réseau. Donc, et j'insiste sur le fait d'ailleurs que cet agrammatisme n'est pas seulement une incapacité de produire des phrases, mais bien une capacité de se représenter convenablement les arbres syntaxiques, aussi bien en production qu'en compréhension. Donc vous voyez un très grand nombre de données convergentes qui suggèrent qu'au moins sur le plan de la localisation fonctionnelle, nous commençons à avoir des indications extrêmement précises sur les régions du cerveau qui sont impliquées par le traitement de la syntaxe du langage. En particulier, je vous avais parlé de cette expérience avec Christophe Pallier, sur laquelle je reviens aujourd'hui pour vous montrer une nouvelle expérience dans laquelle nous sommes allés plus loin. Dans cette expérience, nous avions présenté des séries de phrases de 12 mots, et puis, toujours en présentant 12 mots, nous avions progressivement décomposé l'organisation de la phrase en présentant par exemple 2 ensembles de 6 mots, la souris qui grignote sa tartine, le passant examine le luxueux canapé,
puis 3 ensembles de 4 mots, des ensembles de 3 mots, des ensembles de 2 mots, et finalement une liste de mots totalement désorganisée. Et comme contrôle aussi, pour essayer d'isoler le traitement syntaxique, nous avions réalisé la même manipulation avec des pseudomots, ce qu'on appelle le Jabberwocky. Je vous rappelle ce terme qui est issu de la poésie de Lewis Carroll. Pour former des stimuli en Jabberwocky, en fait, on remplace les mots à contenu, comme reçoit ou sac ou céréales, on les remplace par des pseudomots et on conserve l'information grammaticale, on conserve les petits mots grammaticaux et la morphologie grammaticale, de sorte que l'on obtient une sorte de pseudo-phrase, comme une goupe reluse des Ézous qui sapitait le chadin de l'après-midi. Voilà. Je crois que je l'ai mal lu, c'est reluse le verbe ici. Une goupe reluse des Élous, etc. Bien. Donc vous voyez que même lorsqu'il n'y a pas de vrais mots, on peut encore comprendre la structure syntaxique de la phrase. Et ce que nous avions observé, c'est qu'il y a effectivement un réseau noyau, qui est ici en bleu, qui s'active systématiquement en proportion de la structure présente dans la série de 12 mots, donc s'active beaucoup plus pour les vraies phrases que pour les listes de mots, mais s'active tout autant que les mots soient de vrais mots du lexique du français ou soient des pseudomots. Du moment que la syntaxe est présente, dans cette expérience, on a l'impression que ce réseau en bleu, ici, est capable de faire son travail, d'organiser l'information de façon syntaxique. Vous voyez que les courbes sont essentiellement parallèles dans ces 3 régions, qu'il y ait des vrais mots ou qu'il y ait des pseudomots. D'autres régions, qui sont ici en rouge, semblent nécessiter l'information sémantique. Donc elles ont besoin d'avoir de vrais mots, et par exemple la jonction temporopariétale, ici, vous voyez, a une très belle augmentation lorsque la phrase est organisée avec de vrais mots, mais pas du tout lorsque la phrase est organisée avec des pseudomots. Donc ces régions joueraient un rôle dans l'intégration sémantique des événements, mais le noyau de région syntaxique ici répond de la même manière aux stimuli en Jabberwocky et aux stimuli réels, si on peut dire, les vraies phrases. Alors, l'an dernier, je n'avais pas pu vous montrer l'ensemble des travaux qui continuent dans cette direction. Beaucoup de travaux portent sur tenter d'isoler au niveau neural cette opération minimale de fusion que Chomsky appelle merge, qui permet à partir de 2 objets d'en créer un troisième qui est l'arbre formé de ces 2 objets. Et un travail récent de Zaccarella avec Angela Frederici porte exactement sur ce sujet. Ils essaient de définir des arbres minimaux à partir de 3 mots, et non plus à partir d'une structure très complexe avec 12 mots. Voyez, donc c'est en allemand, vous avez des structures de phrases comme Das Schiff sinkt, okay, le bateau coule, ou bien auf das Schiff, sur le bateau, etc. Eh bien, le dessin expérimental ici consiste à opposer, comme nous le faisions dans l'expérience avec Christophe Pallier, des stimuli dans lesquels il est possible de fusionner les mots pour former un arbre, donc ces petites phrases ou ces petits syntagmes prépositionnels, et des stimuli dans lesquels ça n'est pas possible, parce qu'il s'agit simplement d'une liste de mots, une liste de mots qui ne s'assemblent pas ensemble. Et puis le deuxième facteur de l'expérience, qui est ici verticalement, c'est le type de syntagme qui est formé, donc soit une phrase complète avec un verbe, soit simplement un syntagme prépositionnel qui est en principe plus simple sur le plan linguistique, mais qui demande toujours autant d'assemblage syntaxique. Il y a un petit arbre formé par ces 3 mots. Alors, les résultats sont assez élégants, puisque vous voyez qu'on retrouve à nouveau exactement le même type de réseau que je vous ai montré dans les diapositives précédentes. Donc il y a vraiment une convergence tout à fait spectaculaire de ces recherches. Et ce réseau montre un effet principal de fusion des mots entre eux. Donc il s'active plus dès qu'il y a fusion des 3 mots par rapport aux conditions de liste de mots. Et j'ai oublié de vous dire ici une condition de liste de mots qui est ajustée à chacune des conditions de gauche. Et il n'y a pas d'interaction avec le type de phrase, c'est-à-dire que ce réseau central ici, qui semble capable d'assembler les mots en syntagme, fait exactement le même travail, en tout cas l'interaction n'est pas significative, hein, donc le travail est le même qu'il s'agisse d'assembler une structure prépositionnelle ou une structure avec un verbe, une structure de phrase. On voit bien que les auteurs ne sont pas tout à fait satisfaits de ce résultat parce que leur théorie, c'est que les régions 44 et la région 45 ne font pas le même travail sur le plan syntaxique. Et c'est vrai que c'est encore l'objet d'un très grand débat. Je pense que c'est là-dessus que se concentrent les recherches actuelles. Est-ce qu'on peut attribuer une fonction particulière aux différentes sous-régions de la région de Broca? Alors ici, bien qu'il n'y ait pas d'interaction significative, il regarde quand même sélectivement ce qui se passe pour la phrase versus la liste de mots et séparément ce qui se passe pour le syntagme prépositionnel versus la liste de mots. Il trouve des pics très légèrement différents qui suggèrent donc une contribution plutôt de la région 44
dans les syntagmes prépositionnels et de la région 45 dans les phrases complètes avec verbe. Bon. Mais je suis quand même embarrassé de ce résultat parce qu'ils ne testent pas l'interaction entre les régions et les conditions, donc ils ne vont pas jusqu'au bout de l'analyse qui permettrait de dire qu'il y a vraiment une différence entre ces régions. Et quand on voit cet histogramme ici, on voit bien qu'en réalité, ces régions font un travail extrêmement similaire, quel que soit le syntagme qui est ici calculé. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une différence fondamentale qui ait été observée ici entre le type de syntagme et les régions cérébrales correspondantes. Ça reste encore un mystère de comprendre exactement quel est le travail qui est fait par chacune de ces sous-régions. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est que ce réseau, on le retrouve régulièrement, même dans la fusion, dans le merge de structures syntaxiques tout à fait minimales. Alors, je voudrais, pour terminer le cours d'aujourd'hui, vous parler d'un travail tout récent que nous avons mené sur cette question avec une technique différente qui n'est plus l'IRM fonctionnel, mais qui est maintenant l'enregistrement des signaux intracrâniens à l'aide d'électrodes qui sont situées directement sur le cerveau ou dans le cerveau. Vous savez que cette technique existe depuis pas mal d'années. Elle est tout à fait particulière. Évidemment, il ne s'agit pas de cerveaux normaux. Il s'agit ici de patients épileptiques qui, pour des raisons strictement cliniques, doivent subir une exploration avec ces électrodes intracrâniennes dans le but de localiser les foyers d'épilepsie. Mais au cours de cette intervention, donc, qui va durer peut-être une dizaine de jours, le patient va être équipé d'électrodes. Alors, nos collègues américains ont tendance à placer des électrodes qu'on appelle d'électrocorticographie, qui sont situées à la surface du cortex. Et la méthode française, elle, consiste plutôt à insérer de longues électrodes qu'on appelle de stéréo-EEG, d'électroencéphalogrammes stéréo, d'électrodes profondes qui vont avoir des plots situés à intervalles réguliers et qui vont pénétrer dans le cerveau. Et il y a un débat pour savoir lesquelles de ces méthodes, peut-être les deux, devraient être combinées pour explorer l'épilepsie. Donc les deux sont utilisées. Et nous avons ici fait appel à cette méthode pour essayer d'explorer quelles sont les réponses, cette fois-ci en temps réel, du cerveau à des phrases plus ou moins organisées. Vous voyez ici l'ensemble des électrodes qui ont été explorées à travers une douzaine de patients. Alors, notre idée était d'utiliser la dimension temporelle pour regarder de façon beaucoup plus fine, puisque cette méthode est à l'échelle de la milliseconde. Elle nous permet de suivre à l'échelle de la milliseconde l'évolution des activations cérébrales. Nous avions donc l'idée de regarder de beaucoup plus près qu'est-ce qui se passait mot par mot dans une expérience du style de celle de Christophe Pallier et collaborateurs. Le modèle que nous avions lorsque nous avions fait l'IRM avec Christophe Pallier, c'était le modèle d'une organisation avec une activation qui croît à chaque mot qu'on ajoute dans la phrase. Et donc, lorsque les structures font 4 mots, par exemple, eh bien, les 4 mots peuvent être assemblés, la structure croît, et puis elle s'arrête brutalement de croître lorsqu'on ne peut plus assembler ces 4 mots entre eux. Mais les résultats que nous avions observés n'étaient pas tout à fait compatibles avec ce modèle. Certes, il y avait un accroissement d'activité en IRM fonctionnel compatible donc avec l'idée qu'il y a de plus en plus d'activation à mesure que la structure est de plus en plus grande, jusqu'à une phrase de 12 mots, mais cet accroissement était logarithmique et n'était pas linéaire. Si je reviens peut-être une seconde à la diapo précédente, voilà, c'est celle-ci, vous voyez que l'axe dans ce travail de Pallier et collaborateurs, c'est un axe logarithmique ici. Et l'activation est effectivement linéaire ou quasi linéaire sur un axe logarithmique. Donc pourquoi cette organisation logarithmique? Ça n'est pas compatible avec l'idée d'une simple organisation monotone. Eh bien, notre idée était extrêmement simple, c'est qu'en réalité, c'est la structure en arbre qui permet peut-être de comprimer et de descendre en dessous d'une augmentation linéaire de l'activité. Imaginez une phrase, ici c'est une phrase que nous avons effectivement présentée à ces sujets anglophones. Bill Gates met 2 very tired dancers in Dallas. Faites pas attention au sens, ce qui nous intéresse c'est la syntaxe. Vous voyez que dès qu'on a Bill Gates, certes c'est 2 mots, mais on peut les assembler ensemble pour dire c'est un nom propre que je connais, ce n'est plus qu'un objet mental. Donc, contrairement à ce modèle un peu naïf, ici, certes, on doit commencer à dire ces 2 mots, mais très rapidement, on peut baisser la complexité parce qu'on peut comprimer l'information en disant c'est un arbre formé de ces 2 mots. Même chose lorsqu'on arrive à very tired, ici, very tired, c'est 2 mots, mais si on peut les assembler sous forme d'un mini-syntagme, ça n'est plus peut-être qu'un seul objet mental. Donc, nous avons postulé que le cerveau reçoit les mots en entrée, qu'il les empile tant qu'il ne peut pas les enchasser les uns dans les autres, donc il y a bien cette notion d'une pile, mais que, dès qu'il est possible, le cerveau les assemble pour former des syntagmes fermés auxquels on n'a plus accès, qui sont en quelque sorte parenthésés et qui vont eux-mêmes pouvoir entrer dans des constructions de niveau supérieur.
Donc à ce moment-là, la complexité ne va pas augmenter de façon linéaire, mais avec ces opérations de compression, elle va augmenter de façon moins que linéaire. Alors c'était ça notre hypothèse, et grâce à cette technique d'enregistrement intracrânien, il est possible de suivre mot par mot ce qui se passe dans le cerveau et de voir si effectivement on voit trace d'opérations de construction de syntagmes de cette nature. Alors, l'expérience que nous avons menée donc, a porté sur 12 patients qui ont été testés à la fois à la Salpêtrière en français, surtout uniquement en l'occurrence avec des électrodes donc, de stéréo-EEG, et puis à Boston et à Stanford avec cette technique d'électrocorticographie. Nous avons eu un total de 288 paires d'électrodes bipolaires de surface et 433 paires bipolaires d'électrodes profondes. Vous voyez, un grand nombre d'électrodes. Nous sommes concentrés exclusivement sur l'hémisphère gauche. Tout ce que je vais vous montrer ne porte que sur l'hémisphère gauche. Alors, la tâche que nous avions demandé au sujet, c'était bien entendu de lire une phrase avec cette présentation mot par mot qu'on appelle RSVP, qui est formidable parce qu'on peut contrôler très précisément le moment d'arrivée de chaque mot. On ne laisse pas le sujet contrôler lui-même par ses saccades oculaires l'arrivée des mots, mais on les présente à un intervalle fixe. Et nous présentions des phrases entre 3 et 10 mots, comme celle que vous voyez ici, 10 stat students of Bill Gates should often sleep. Et puis, après un certain délai, une ellipse de la phrase précédente, c'est-à-dire un raccourci qui pouvait correspondre à la phrase précédente, comme c'est le cas ici, ou qui pouvait ne pas correspondre. Imaginez par exemple que ce soit it will ou she will. Vous voyez qu'à ce moment-là, ça ne correspond pas. La tâche du sujet, c'était de dire est-ce que l'ellipse correspond à la phrase ou pas. Nous avions choisi cette tâche parce qu'elle oblige en quelque sorte à faire attention à l'ensemble de la phrase et à la garder en tête, donc en quelque sorte à la comprimer en tête pendant cette période de mémoire de 2 secondes. Mais ce que nous allons regarder, c'est la partie de la construction de la phrase ici, lorsque les mots sont présentés successivement. Nous avions également une condition de contrôle, de liste de mots, dans lequel des mots étaient présentés un par un. Ils étaient issus de la même liste de mots que les phrases elles-mêmes, mais ils ne formaient pas de structure syntaxique. Et la tâche du sujet, c'est tout simplement de dire si un mot qui était présenté ensuite faisait partie de la liste précédente ou pas. Tâche qui a été explorée, par exemple, par F. Fedorenko dans son travail. Alors, ces phrases peuvent vous paraître un petit peu bizarres. Il faut savoir qu'elles sont issues d'un programme qui génère en fait une infinité ou quasi-infinité de phrases de ce type avec des contraintes linguistiques assez fortes. En fait, ce que nous voulions, c'est un programme qui contrôle très précisément quelles structures arborescentes sont présentes. Donc, nous sommes appuyés sur la théorie qu'on appelle X-bar en linguistique pour former des structures organisées, enchâssées les unes dans les autres et d'organisation contrôlée, si on peut dire. Nous avions pour chacune de ces phrases un modèle de l'arborescence correspondante. C'est pour ça que ces phrases ont l'air un petit peu bizarres, parce qu'elles sont générées par ordinateur, elles ont toute une organisation syntaxique. C'est vrai que leur contenu sémantique est parfois un petit peu étrange. Alors, un exemple d'électrode pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les signaux qu'on enregistre, ici nous sommes concentrés sur une forme de signal qui est ce qu'on appelle l'activité gamma dans les fréquences les plus élevées du spectre, à partir de 50 Hz et au-delà, ce qu'on appelle l'activité high gamma en anglais. On a une mesure approximative du degré d'activation de population neuronale proche de l'électrode, dans un espace de quelques millimètres probablement. Et voilà le type de signaux qu'on peut enregistrer. Vous voyez qu'ici, chaque ligne est un essai, vous avez le temps, avec le début du premier mot ici, et vous avez la partie sur les listes de mots, avec des ensembles de 3 à 10 mots, et puis la partie portant sur les phrases, là encore ordonnées, avec 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 mots dans la phrase. Vous voyez immédiatement d'abord que le signal est absolument extraordinaire. Pratiquement à chaque essai, on peut suivre, peut-être pas tout à fait à chaque essai, mais vous voyez, à l'œil nu, on voit bien que la structure des phrases est reflétée dans l'activité de cette électrode ici. Et en particulier la durée de la phrase, plutôt le nombre de mots de la phrase. On voit bien aussi qu'il y a un événement au moment de la fin de la phrase ici. On voit aussi que l'organisation n'est pas la même dans la condition de la liste de mots. Alors ça, on peut le mettre en évidence en moyennant, par exemple, les données en fonction de la longueur des stimuli, et on voit immédiatement que l'activité dans cette électrode croît en fonction de la longueur de la phrase dans la condition phrase, mais pas dans la condition liste de mots ici. Donc c'est compatible avec cette idée d'un accroissement progressif de la structure dans les phrases, mais pas dans les listes de mots. Alors on peut aligner les données, ce sont exactement les mêmes données, la même électrode, aligner sur la fin de la phrase ici, pour que vous voyez mieux cette différence importante d'activité au moment de la fin de la phrase, qui est en fait liée au nombre de mots qui précèdent.
Il y a donc un événement particulier au moment de la fin de la phrase qui clôt en quelque sorte la structure et qui demande de plus en plus d'activation à mesure que la structure est complexe. Lorsqu'on regarde l'organisation dans l'espace, cette fois-ci, de ces effets, vous voyez qu'à la fois l'effet d'activation pour la fin de la phrase par rapport au milieu et l'effet de la quantité de nombre de mots qui précèdent sur cette activation au moment de la fin de la phrase sont identifiables sur beaucoup d'électrodes, ce sont toutes les électrodes qui sont présentées en rouge ici, et vous voyez que ces électrodes ne sont pas partout dans le cerveau, mais elles ont tendance à se concentrer sur un réseau bien particulier qui est dans le sillon temporal supérieur et dans la région frontale inférieure gauche, ici, ainsi que dans les aires mésiales. On n'avons pas forcément prédit, et vous avez un certain nombre d'activations dorsales ici qui existent aussi en fait en IRM fonctionnel, notamment dans la région prémotrice, qui ne sont pas là encore parfaitement comprises. Alors, cette activité à la fin de la phrase nous a paru intéressante parce qu'il y a beaucoup de données en fait, qui suggèrent au niveau comportemental qu'il y a effectivement une complexité particulière de la fin des phrases. Lorsqu'on demande à un sujet de lire en appuyant lui-même sur un bouton pour faire apparaître le mot suivant, donc on peut mesurer le temps de traitement de chacun des mots de cette manière approximative, eh bien on voit un très gros ralentissement sur le dernier mot de la phrase, qu'on appelle le sentence wrap-up effect. Eh bien, nous pensons qu'ici, il y a peut-être un corrélat de ce sentence wrap-up effect, c'est-à-dire qu'à la fin de la phrase, il y a un calcul qui est fait, qui est d'autant plus complexe que le nombre de mots à intégrer est grand. Tous ces résultats collent très bien avec un article qui est paru dans l'intervalle, qui est paru au mois de septembre, je crois, par F. Fedorenko, Nancy Kanwisher et leurs collaborateurs, qui, là encore, ont fait appel aux enregistrements intracrâniens pour présenter des phrases, des listes de mots et aussi des listes de mots et des phrases en Jabberwocky, avec des pseudomots. Donc vous voyez ces quatre conditions ici, la phrase, la liste de mots, le Jabberwocky dans lequel vous avez des pseudomots qui sont identifiables, et puis la liste de non-mots. Et dans cette expérience extrêmement simple de F. Fedorenko, il se contente d'analyser l'effet du numéro successif du mot dans la phrase, donc de 1 à 8 mots, et on voit que l'activité est plus grande pour les phrases que pour les listes de mots ou de non-mots, et que cette activité croît au fil de la phrase. Il ne commande pas d'ailleurs sur ce fait, mais on voit qu'elle a tendance à être non linéaire, à s'écraser plutôt vers la fin. Et il y a donc une différence massive entre la vraie phrase et la liste de mots ici, qui ressemble beaucoup à celle que l'on a pu observer dans notre propre expérience. Bon, il y a plusieurs aspects qui ne sont pas complètement convaincants dans ce travail de F. Fedorenko et collaborateurs que je voudrais mentionner. Le premier, c'est le fait que les électrodes qui montrent cet effet, je ne sais pas si vous pouvez les voir ici, sont les électrodes qui sont marquées en bleu, qui sont isolées parce qu'elles montrent une différence entre les phrases et les listes de non-mots. Ces électrodes sont extraordinairement distribuées dans le cerveau. Et ce résultat est assez différent de celui que nous voyons nous, qui est celui d'une localisation assez précise des informations dans les réseaux qui sont les réseaux du langage identifiés en IRM fonctionnel. Donc je ne sais pas pourquoi F. Fedorenko obtient une telle dispersion de l'activation. Peut-être que ce contraste est trop grossier, puisque vous voyez que dans les non-mots, ici, elle inclut des choses qui ne sont même pas phonologiquement plausibles, ou qui sont peut-être d'aucun intérêt particulier pour le sujet. Il y a peut-être un problème d'attention dans ces expériences. Le deuxième point qui est assez curieux dans l'expérience de F. Fedorenko, c'est qu'il n'y a pas de belles activations pour la condition de Jabberwocky. Et là encore, c'est contraire à ce que beaucoup d'autres personnes ont observé en IRM fonctionnel, c'est-à-dire que le Jabberwocky continue de permettre un traitement syntaxique. Donc je pense qu'ils n'ont pas nécessairement isolé dans leurs électrodes des sites qui sont sensibles à l'information syntaxique, mais plutôt des sites qui semblent sensibles au traitement de l'information sur la sémantique de la phrase, peut-être. Et ça expliquerait peut-être cette dispersion d'activation. Enfin, reste le résultat principal, qui est une augmentation progressive d'activation dans la bande gamma, dans l'hémisphère gauche, en fonction de la progression dans la phrase. Et ce résultat, donc si je reviens en arrière, qui est tout à fait proche de celui qu'on peut observer ici dans notre propre expérience. Maintenant, dans notre expérience, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la structure interne des phrases, pas seulement la longueur en nombre de mots, mais aussi l'organisation des arbres qui forment ces phrases. Alors ici, nous avons repris les mêmes données dans cette électrode temporale gauche en fonction de la taille du premier syntagme. Le syntagme sujet, qui peut faire 2 mots, Bill Gates par exemple, ou The Doctor, et puis 3 mots, et jusqu'à 5 ou 6 mots ici. Vous voyez que la barre noire indique la fin du premier syntagme. Et je crois que vous voyez immédiatement à l'œil nu que cette information structure l'activité cérébrale et que l'activité cérébrale dure plus longtemps lorsque le premier syntagme est plus long.
Alors on peut le voir sous forme de moyenne, ici en fonction du temps, et on voit presque la structure syntagmatique directement dans l'évolution de l'activité gamma ici. Par exemple, si on suit les courbes, donc 10 étudiants, 2 mots, l'activité monte, 10 students, et puis elle s'arrête. Et ensuite, bien sûr, la phrase continue. Si c'était 10 sad students, en bleu clair, l'activité monte plus et elle s'arrête un peu plus tard. Si c'était 10 sad students of Bill Gates, alors il y a un peu la même chose que 10 sad students, mais ensuite il y a une reprise d'activité liée au fait que le syntagme continue, ce qui n'était pas prédit par le sujet, et donc on a une augmentation d'activité. La courbe est plus bruitée parce qu'on a moins de mesures dans cette longueur de 6 mots, mais vous voyez malgré tout que l'on peut suivre l'organisation syntagmatique. Même chose ici en bas, 10 students, je vous ai déjà montré, 10 students of Bill Gates, l'activation remonte. Alors ceci peut être quantifié. On peut en fait mener une régression où on regarde l'évolution de l'activité cérébrale en fonction du nombre de ce qu'on appelle les nœuds ouverts, open nodes en anglais, c'est-à-dire les mots ou les syntagmes qui doivent être empilés, qui sont dans la pile actuellement parce qu'ils n'ont pas encore pu être fusionnés. Vous voyez que ce nombre de nœuds ouverts peut aller de 2 à 6 et que c'est un très bon prédicteur de l'activité qui survient après la présentation d'un mot donné. De sorte qu'on a une régression significative ici, et dans une fenêtre qui est de l'ordre de 300 à 400 millisecondes après la présentation du mot. C'est là que s'observe le pic. Cet effet est remarquablement localisé dans le cerveau aux régions qui, en IRM fonctionnel, sont impliquées dans le traitement du langage. Vous voyez cette localisation assez précise maintenant au niveau du sillon temporal supérieur dans toute sa longueur, et puis la région frontale inférieure gauche dans sa partie triangulaire ici, et également des activations un peu plus dorsales et sur la ligne médiane. Alors, ceci nous permet de poser des questions très intéressantes. Par exemple, est-ce qu'on peut voir le lien entre mots et syntagme? Le concept de nombre total de nœuds ouverts suppose implicitement qu'un mot seul, isolé, et un syntagme formé de plusieurs mots, par exemple le sujet, le groupe nominal sujet, contribuent autant à l'activité cérébrale. C'est une hypothèse implicite que nous avons faite en utilisant cette valeur comme régresseur pour l'activité cérébrale. Cette idée, évidemment, est issue de l'idée de Chomsky qu'il y a une seule opération de merge, de fusion, qui s'applique à tous les objets linguistiques, quelle que soit leur complexité. À la fin, ce ne sont plus que des nœuds qui peuvent être fusionnés entre eux. Alors, ici, nous pouvons tester cette hypothèse. Jusqu'à présent, on a utilisé cette variable donc, de nœuds total, nombre total de nœuds ouverts, mais on peut la décomposer en 2 variables, le nombre de mots isolés qui n'ont pas encore été fusionnés et le nombre de constituants, de syntagmes, qui ont été assemblés mais qui n'ont pas encore été intégrés à la structure globale. Donc 2 nombres qui remplacent un seul que nous avons utilisé jusqu'à présent. Alors nous refaisons la régression de l'activité cérébrale avec ces 2 variables au lieu d'une seule variable. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous observons que les poids de ces 2 variables sont extrêmement corrélés avec une penche très proche de 1. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que pour l'activité cérébrale, un mot isolé qui est en attente ou un syntagme qui est en attente, ça a le même poids. Ça compte pour la même chose. Donc, ça va tout à fait avec l'idée que les mots et les syntagmes ont le même poids. Le cerveau comprime les syntagmes pratiquement à la taille d'un seul mot. Un syntagme comme 3 jolies fleurs, c'est un objet qui est peut-être réduit pour le fonctionnement de ces aires-là à la taille d'un mot isolé. Alors, on peut le regarder au niveau du cerveau tout entier, ici. Donc, en chaque point ici, on vous a mis le poids, donc ce qu'on appelle le bêta dans une régression multiple, de cette variable qui correspond au nombre de mots isolés qui sont en attente, et ici, le nombre de syntagmes qui ont déjà été constitués, mais qui sont aussi en attente. Et vous voyez qu'il y a une assez bonne conjonction de ces 2 informations, même si l'information sur les mots isolés est un peu plus faible ici que dans cette régression sur les syntagmes. Et on peut quand même regarder s'il y a des régions dans lesquelles l'effet des syntagmes est plus fort que l'effet des mots isolés. Et on trouve effectivement quelques différences, elles ne sont pas énormes, vous voyez, mais il y a des différences dans certaines électrodes du pôle temporal antérieur, dans certaines électrodes ici du précuneus et dans la région pariétale inférieure. Ce sont les régions qui montrent les effets les principaux ici, et c'est intéressant de voir que ce sont précisément les régions qui, dans les études précédentes, ont l'air d'être en sortie
du système de langage, celles qui représentent en quelque sorte la phrase ou l'événement tout entier, celles qui sont sensibles à l'information sémantique également. Hein. Donc il est possible que ces régions qui sont plus sensibles à l'information sur les syntagmes constitués jouent un rôle dans le stockage des résultats de la fusion, des résultats de merge, plus que dans l'opération de merge elle-même. Alors inversement, on peut se demander s'il y a des régions qui sont activées de façon transitoire au moment où on forme les syntagmes. Alors nous pouvons poser cette question en regardant précisément au moment où l'arbre se ferme, où on est, d'après nos hypothèses, le cerveau est en train de fermer un syntagme donné. Et on a observé effectivement que certaines électrodes, comme celle-ci ici, dans la partie triangulaire de la région frontale inférieure gauche, ont eu un burst d'activité, un surcroît d'activité proportionnel au nombre de nœuds qui sont en train d'être fermés, d'être assemblés ensemble dans une structure de phrase. Que ce soit à l'intérieur de la phrase ou à la fin de la phrase ici. Je vous ai déjà dit qu'à la fin de la phrase, il y avait souvent un surcroît d'activité. Et bien dans cette électrode, ce surcroît d'activité est proportionnel au nombre de nœuds qui ont besoin d'être fermés à cet instant donné. Si on regarde au niveau du cerveau tout entier, cette activité-là n'est pas observée partout. Elle est particulièrement prédominante dans la région frontale inférieure gauche et dans certaines électrodes de la région temporale postérieure gauche. Donc vous voyez que ces sites, toujours les mêmes, hein, ceux que l'on voyait apparaître dans beaucoup d'expériences d'IRM fonctionnelles, ont l'air d'être ceux qui ont un surcroît d'activité au moment où il faut fusionner pour former des arbres. Alors, est-ce qu'on a réellement besoin d'arbres syntaxiques pour expliquer ces données? Évidemment, il faut faire l'avocat du diable, et ce travail est évidemment critiqué par les pairs, et il y a un certain nombre de linguistes qui continuent d'être sceptiques sur cette idée chomskienne d'arborescence. Beaucoup sont encore restés à l'idée que les probabilités de transition au sein d'une séquence de mots pourraient suffire à expliquer l'organisation du langage. Cette idée est défendue notamment dans cet article de Frank, Boyd et Christiansen. Les probabilités de transition, effectivement, ne sont pas constantes au sein d'une phrase, et c'est vrai que ce n'est pas impossible qu'au moment où on ferme un syntagme, les probabilités de transition sont en réalité plus faibles, parce qu'il y a plus de possibilités qui sont ouvertes, alors qu'à l'intérieur d'un syntagme, peut-être peut-on prédire le mot suivant. Bon, en fait, c'était une des raisons d'utiliser un programme de génération automatique de ces stimuli, parce que dans chaque catégorie, nous avions seulement 5 mots. Donc les probabilités de transition étaient extrêmement contraintes et en fait extrêmement constantes à travers l'ensemble de la phrase. Donc c'était une des premières manières de rendre cette hypothèse moins plausible. Mais il faut savoir que dans des expériences qui utilisent des stimuli naturels, en IRM fonctionnel notamment, les gens ont trouvé effectivement que les probabilités de transition et leurs dérivés, c'est-à-dire l'entropie, la surprise, prédisent l'activité cérébrale. Donc le cerveau est un système prédictif et on ne peut pas exclure qu'il y ait effectivement un rôle de ces systèmes de prédiction. La question, c'est est-ce que ça suffit à expliquer les données? Alors, nous avons, c'est-à-dire avec Matt Nelson, qui est le premier auteur de cette étude, on a fait un travail considérable pour mesurer les probabilités de transition à chaque point de la phrase, de plusieurs manières, parce que ce n'est pas facile de calculer ces probabilités de transition. On les a calculées d'abord au niveau du mot lui-même ou au niveau de la catégorie. Est-ce qu'un nom succède à un verbe ou une préposition à un nom, etc. Et puis, calculer soit au niveau du lexique tout entier qui est fourni par Google Ngram, vous savez, cette gigantesque base de données des livres qui sont disponibles dans Google, ou bien les probabilités de transition effectives dans notre programme de génération des stimuli, qui ne sont pas les mêmes que les probabilités de transition en anglais ou en français tout entier. Nous avons fait tous ces calculs et nous avons trouvé effectivement qu'il était possible d'observer des effets d'entropie et de surprise liés aux probabilités de transition dans ces données. Vous voyez ici les électrodes qui montrent des effets significatifs d'entropie et de surprise dans le meilleur modèle, c'est-à-dire le modèle fondé sur notre grammaire à nous et avec les mots particuliers, pas les catégories de mots, mais les mots particuliers. Eh bien, on voit qu'il y a un effet d'entropie négatif ici, c'est-à-dire que plus les probabilités sont distribuées, plus l'activité est faible, et puis également un effet de surprise avec un surcroît d'activité pour les mots qui sont les plus surprenants, ici, lorsqu'un mot survient et qu'il est surprenant. Mais ce qui est très important, c'est que ce modèle n'est pas un modèle suffisant de l'activité cérébrale. C'est-à-dire que même quand on introduit ces variables dans le modèle, ou bien lorsqu'on fait simplement ce qu'on appelle de la comparaison de modèles, c'est-à-dire qu'on regarde un critère d'information ici qui nous dit quel est le modèle qui capture le mieux l'activité, eh bien dans toutes les régions qui sont en rouge ici, on s'aperçoit que le modèle fondé sur les arbres et la fermeture des nœuds dans les arbres est un meilleur modèle de l'activité cérébrale que le modèle des probabilités de transition. Les probabilités de transition capturent assez bien ce qui se passe dans une région qui est plutôt temporale moyenne, ici, latérale, qui est une région qui, dans plusieurs études, est identifiée comme intervenant au niveau du mot isolé.
C'est peut-être une des régions dans lesquelles on code le sens, ou en tout cas les entrées lexicales des mots isolés. Et c'est une région qui montre par exemple des effets de N400 en électroencéphalographie, en magnétoencéphalographie, c'est-à-dire des effets de surprise lorsqu'un mot survient et qui n'est pas le mot attendu. Si je vous dis ce matin j'ai pris mon petit déjeuner avec une chaussette, voilà, ce mot-là va générer une N400 dans votre cerveau et c'est probablement l'une de ces régions, en tout cas la région temporale moyenne ici, qui intervient. Donc il est tout à fait clair que les deux modèles existent, que les deux modèles capturent d'une certaine manière ce que fait le cerveau. Le cerveau est un système prédictif. Mais pour rendre compte de l'organisation de ces aires du langage, il faut faire appel à une organisation sous forme d'arbre. Les simples transitions d'un mot à l'autre ne suffisent pas. Alors, je termine en vous disant que ces données peuvent aussi servir à contraindre les stratégies d'analyse syntaxique, ce que les Anglais appellent parsing, l'analyse syntaxique de la phrase. Depuis le départ, je vous montre des analyses qui sont fondées sur le nombre de mots et comment le nombre de mots affecte l'activité cérébrale. Mais les linguistes savent très bien que ce n'est pas le nombre de mots à proprement parler qui compte, ce sont les traits syntaxiques qui sont derrière ces mots et la nature des opérations syntaxiques qui sont employées pour former les arbres qui devraient prédire l'activité cérébrale. On le voit par exemple parce que les langues diffèrent dans le nombre de mots qu'elles emploient pour les mêmes constructions. Le français peut utiliser 5 mots, là où l'anglais va utiliser 2 mots seulement, par exemple. Donc, nous avons essayé de voir si les opérations syntaxiques, un modèle effectif de parsing, d'analyse grammaticale, permettait d'expliquer cette activité. Et nous avons collaboré avec le linguiste John Hale, qui analyse différents types de ce qu'on appelle des parseurs, donc des analyseurs syntaxiques. Alors, si on prend, je vais aller très vite parce que je vois que le temps s'écoule, mais il y a différents types de parseurs qui ont été proposés dans la littérature en linguistique, et John Hale en a proposé une implémentation tout à fait effective qui distingue des parseurs ascendants, bottom-up, des parseurs partant du coin gauche et des parseurs descendants, top-down. Et on voit l'opération de ces parseurs, par exemple, lorsqu'ils analysent une toute petite phrase comme « John loves Mary », ici, qui est analysée de cette manière, sous forme de cet arbre syntaxique. Le parseur ascendant va simplement attendre que les mots arrivent. Lorsque le mot « John » arrive, il va l'enregistrer et appliquer l'ensemble des règles qui permettent de comprendre ce mot et les mots qui précèdent. Donc il va voir que c'est un nom propre, par exemple. Mais il va s'arrêter là, et il va falloir attendre l'arrivée du mot « loves », puis du mot « Mary », et c'est tout à fait à la fin de la phrase que vont se produire les opérations qui permettent d'appliquer l'ensemble de ces règles et de comprendre qu'il y a une phrase tout entière qui a été présentée. Le parseur left corner réalise une opération un petit peu similaire, mais il anticipe d'un nœud. Donc vous voyez qu'ici, il traite le mot « John », il monte jusqu'au niveau où il dit « Ah, c'est une phrase nominale complète. Ah, c'est sans doute le début d'une phrase, et je vais attendre une proposition, un syntagme verbal ici. » Donc vous voyez qu'il y a l'application d'une règle supplémentaire dans le coin gauche de cet arbre, d'où le nom de parseur partant du coin gauche. Et puis le parseur descendant, lui, alors est d'une nature très différente. Il applique dès le départ toutes les règles qu'il est capable d'appliquer. Donc comme cette grammaire ici est extrêmement simple, il peut dès le départ dire « Ah ben, je sais bien que je vais avoir une phrase. Cette phrase va devoir commencer par une proposition, par un syntagme nominal, et puis il va y avoir aussi un syntagme verbal. » Et donc il applique beaucoup de règles avant même que la phrase ait commencé et anticipe en quelque sorte sur l'application de ces règles. Alors, chacun de ces analyseurs syntaxiques, chacun de ces parseurs fait des prédictions, à la fois sur le nombre d'opérations réalisées pour chaque mot et sur la taille de la pile, c'est-à-dire la taille de la mémoire qui est nécessaire pour cette analyse. Et nous avons donc utilisé ces variables de taille de pile et de nombre d'opérations d'analyse syntaxique comme régresseurs de l'activité cérébrale. Et vous voyez les résultats ici. On voit immédiatement que des résultats très bons, cette fois-ci, sont obtenus par le parseur ascendant et par le parseur partant du coin gauche ici, alors que le résultat n'est pas très bon pour l'analyseur descendant, top-down. On peut faire de la sélection de modèles sur ces données et montrer qu'effectivement ce modèle-ci est supérieur et dans une certaine mesure pratiquement équivalent. Donc le modèle ascendant et le modèle coin gauche sont pratiquement équivalents pour rendre compte des données dans les aires cérébrales du langage, même s'il y a un léger avantage, vous voyez, au parseur ascendant. Alors en fait, on ne doit pas être surpris parce que ce modèle d'analyse syntaxique est essentiellement équivalent au modèle d'analyse des nœuds et de la fermeture des nœuds dans l'arbre dont je vous parle depuis le départ. Les deux modèles sont extrêmement proches. En fait, les variables sont extrêmement corrélées, c'est-à-dire que le nombre de nœuds ouverts à un point donné de la phrase et la taille de la pile de cet analyseur ascendant
sont extraordinairement corrélés entre eux, donc les régresseurs sont pratiquement les mêmes, et même chose pour le nombre d'opérations syntaxiques et le nombre de nœuds fermés. Donc on ne doit pas être surpris que ces deux modèles rendent compte des données cérébrales. En fait, c'est pratiquement le même modèle. On peut dire que l'analyseur syntaxique ascendant est une implémentation de ce modèle de fermeture progressive des syntagmes dont je vous ai parlé. Alors voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Hein. Vous voyez que cette étude est très récente, elle est en cours de publication. Elle nous montre que, contrairement à ce qu'on pensait dans le modèle naïf, qui est celui de l'article d'IRM fonctionnel qu'on a fait avec Christophe Pallier et collaborateurs, qui est aussi celui du modèle de F. Fedorenko dans cet article récent du mois de septembre, l'activité cérébrale ne se contente pas de monter de façon monotone au fil de la phrase, mais en fait, grâce à la présence de syntagmes, grâce à cette organisation arborescente, elle va également décroître à chaque fois qu'une opération syntaxique permet de comprimer plusieurs mots en un seul syntagme. Et donc, on va avoir non seulement un accroissement, mais aussi une décroissance à chaque fois que l'on peut créer des syntagmes intermédiaires. Et si on calcule la moyenne du nombre de nœuds ouverts au fil de la phrase, qui comprend jusqu'à 10 mots, eh bien on voit qu'on n'a plus du tout une augmentation linéaire de l'activité, mais en fait une augmentation qui ressemble beaucoup plus à un logarithme et qui est mieux ajustée par une fonction logarithme que par une fonction linéaire. Donc on peut tout à fait rendre compte des observations que nous avions faites à l'époque avec Christophe Pallier en 2010, en faisant l'hypothèse que le réseau est organisé sous forme d'arbre. Par ailleurs, je pense que cette étude est la première étude qui vous donne une preuve directe qu'au fil du traitement des phrases, la structure en arbre prédit l'activité cérébrale. Il y a ces montées et ces descentes qui coïncident très exactement avec la structure arborescente qui est postulée par les linguistes derrière l'organisation linéaire apparente de la phrase. Donc il y a une organisation linéaire dans les aires sensorielles, visuelles dans le cas de la lecture, auditive dans le cas de l'écoute de phrases, mais dans ces aires de niveau supérieur, qui sont en fait amodales, ni auditives ni visuelles, mais abstraites, il y a une organisation différente qui n'est plus simplement une séquence, mais une compression de l'information fondée sur des arbres. Voilà, le cours d'aujourd'hui donc se conclut sur l'idée que les arbres sont indispensables à l'organisation syntaxique du langage. La semaine prochaine, nous parlerons du traitement non conscient de ces arbres syntaxiques. Et je vous remercie de votre attention.